Oui, alors comme a été dit, initialement dans l'introduction, bah, je vais, continuer un peu sur ce sujet, mais je vais parler en particulier des ouvrages un peu plus complexes qu'on peut utiliser, avec la même technologie, liée à la géothermie. Donc, jusqu'à maintenant, pourquoi ça marche pas? Voilà. Ouais, on a entendu, parler des puits énergétiques, donc je ne veux pas spécialement revenir sur ce sujet. Ça a été sûrement la première application de cette technologie, probablement parce que, bah, de par la géométrie, disons, ça ressemble beaucoup aux sondes géothermiques, classiques. Mais de plus en plus, on se rend compte que n'importe quelle structure en contact avec le sol peut être, idéalement utilisée pour, comme échangeur de chaleur. On a déjà entendu parler, c'est Hussein qui a introduit tout à l'heure, les parois énergétiques ou les tunnels. Donc ici, on voit des exemples, des photos, on aura l'occasion d'en voir d'autres, de ce type d'application. Donc l'idée, c'est, d'imaginer nos villes, réchauffées par ce type de technologie. Et si on imagine le sous-sol de nos villes, il y a effectivement différents types de géostructures qui sont présentes. Donc, pourquoi pas, vu qu'on les réalise, de toute façon, pourquoi pas les utiliser effectivement comme, source de chaleur ou, comme moyen aussi pour, refroidir, nos bâtiments. Donc ici, c'est une photo qui est prise, sur, le site web d'une start-up qui est développée, par les PFL en Suisse, et qui sont en train de réaliser différents projets, de ce type. Donc si on vient un petit peu à l'évolution de ce type de technologie, bah, ici c'est une image qu'on a publiée en 2020 sur la Revue française de géotechnique, qui montre, le nombre d'applications de la technologie, dans les différents pays et au fur et à mesure des années. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que bah, ce que je voulais montrer, c'est qu'en rouge, on voit les pieux et puis on voit en orange et en jaune les parois et les tunnels énergétiques. Donc c'est clair que les pieux n'ont pas été seulement la première application, mais aussi, la plus, diffusée. Mais donc à l'occasion de ce séminaire, j'ai voulu, essayer de mettre un peu à jour cette image en ce qui concerne les parois et les tunnels. Donc, je suis pas sûre d'avoir, tous les cas d'études, surtout pour, ce qui concerne les parois. Pour les tunnels, je pense que le graphique que vous voyez ici inclut plus ou moins toutes les applications, actuelles. Hem, donc on voit dans les différents pays et on voit aussi que, la courbe est en train d'augmenter, au fur et à mesure des années, aussi pour ce type d'application, disons, un peu plus complexe. Donc pour citer quelques exemples, parce qu'on ne parle pas seulement de théorie, mais des exemples pratiques. Ici, c'est par exemple un projet qui est mené, en Roumanie par notre collègue, Iulia Prodan et en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Thermoline. Donc eux, ils sont très actifs en Roumanie. C'est un des projets qu'ils sont en train de développer, mais c'est pas le seul, où on voit qu'ils sont en train effectivement de réaliser des parois, énergétiques. On a aussi un exemple à Turin, c'est le Politecnico de Turin qui est en train de réaliser un parking souterrain qui inclut, 172 parois, énergétiques de 17 mètres de profondeur. Et dans ce projet, la chaleur sera utilisée pour, réchauffer par exemple des bâtiments de l'université. Donc ça, c'était pour, quelques exemples, récents d'installation de parois énergétiques. On a aussi des tunnels, donc j'ai appris récemment que le tunnel, de Londres, le Crossrail Tunnel, à Londres, qui a été présenté en 2014, dans cet article que je cite ici, a été réalisé. Je l'ai découvert très récemment, et qui va être inauguré ou a été inauguré, cette année. Donc c'est un cas, réel de tunnel équipé avec ce système d'échange de chaleur. Ici, c'est un autre exemple, en Allemagne, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'ai mis les références ici. Donc c'est pour dire, il y a effectivement, un certain intérêt qui se développe de plus en plus dans différents pays pour ce type d'application. Dernier cas, que je mentionne ici, c'est la nouvelle ligne de métro à Turin, d'une part parce que c'est ma ville d'origine, donc c'est un projet qui m'intéresse particulièrement. Donc ça n'a pas encore été réalisé, mais c'est en phase de conception définitive. Ça inclut, 10 kilomètres de tunnels thermoactifs, et dans le projet, ce qu'on prévoit, c'est d'activer également, certaines gares, de la ligne de métro. En particulier, si ça vous intéresse, ça va être présenté dans un short course,
qu'on organise dans le cadre de la conférence IACMAC. Ce sera le 30 août à Turin. Et dans le cadre de ce cours, les détails de ce projet seront présentés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, et sinon vous avez plus d'informations sur le site de la conférence. Donc si on revient un peu à cette technologie, comme a déjà été dit par Hussein, il y a un avantage fondamental de ce type d'utiliser cette technologie dans les tunnels et dans les parois, ou en général dans les ouvrages plus complexes, c'est qu'on a un volume de sol qui interagit avec la structure, et donc une surface d'échange thermique qui est nettement plus large que celle des pieux. Donc ça peut permettre, a priori, d'avoir une efficacité d'un point de vue thermique très intéressante. Bien sûr, ça c'est le point positif principal, mais il y a différents autres aspects à prendre en compte, en plus de toutes les difficultés qui ont été mentionnées dans les présentations précédentes. La première, c'est qu'on n'a pas uniquement un échange avec le sol qui se trouve tout autour de l'ouvrage, mais aussi avec l'air à l'intérieur. Donc est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Dans tous les cas, il faut le prendre en compte. Donc même dans les modèles, il faut faire des choix de prise en compte de cet aspect. Bien sûr, si on imagine un tunnel, par exemple une ligne de métro qui passe sous une ville, plus le volume de sol avec lequel on interagit est grand, plus on a des chances d'avoir une stratigraphie très hétérogène et différente, donc ça qui peut quand même, bien sûr, affecter les résultats d'un point de vue d'échange thermique, mais aussi mécanique. Il se pose aussi des problèmes en termes d'utilisation de la chaleur, donc c'est pour ça les tunnels de métro sont sûrement une application très intéressante. Les tunnels en montagne, par exemple, souvent la question est comment est-ce qu'on peut utiliser ensuite cette chaleur. Il y a une problématique aussi liée à l'échelle urbaine, donc par exemple interaction entre différentes installations. Si j'active un tunnel d'une ligne de métro, par exemple, dans une ville, et j'ai des pieux énergétiques à côté, est-ce que les 2 systèmes vont interagir, et donc est-ce que ça a un impact sur l'efficacité? Et puis sûrement, j'ai pu le voir, je vous en parlais tout à l'heure, juste après, il s'agit très souvent de chantiers assez complexes. Donc je ne dis pas que les pieux ce sont des chantiers forcément toujours faciles, mais effectivement un tunnel peut présenter différentes complexités. Donc ça, c'était un peu pour introduire le sujet. Je vais parler en particulier, je vais diviser ma présentation en 2 parties. La première est plutôt sur les tunnels énergétiques, et ici, je vais faire un retour d'expérience du site expérimental de Turin dans lequel j'ai pu, c'est un projet dans lequel j'ai pu participer, et puis je vais passer aux parois énergétiques, je dirais plutôt parois édales énergétiques, et je vais présenter brièvement une application en France. heu il s'agit de la gare d'une gare du métro de Rennes. Donc alors pour les tunnels énergétiques, il existe différentes technologies possibles, disons, qui ont été testées et réalisées. Ici, vous avez les 2 principales, donc excavation. Quand on a un tunnel qui est excavé par méthode classique, ce qui a été proposé dans la littérature et qui a été utilisé au moins dans ces 4 cas que j'indique ici, c'est ce qu'on appelle un géotextile énergétique. Et donc l'idée, c'est d'englober le système de tuyaux, qui a été présenté c'est le même principe qui a été présenté pour les pieux, dans le géotextile qui constitue le système de ce renforcement du tunnel. Donc ce système a été réalisé dans différents cas. Donc les 3 que j'indique ici sont simplement ce sont des tests, disons qui ont été réalisés. Le premier ici, à ma connaissance, est un cas opérationnel toujours actif en Autriche, donc dans lequel le système est réellement utilisé. On a aussi le cas des tunnels excavés par tunneliers, dans lesquels donc le système de renforcement est fait de voussoirs qui sont mis en place par le tunnelier lui-même. Et on voit une photo ici. Donc dans ce cas, il s'agit d'équiper le voussoir avec le circuit de tubes, donc
en attachant le système de tube à la cage d'armature. Donc ce système a aussi été réalisé dans différents cas que vous voyez ici. Encore une fois, un grade, ce sont des cas opérationnels, donc en Autriche, celui dont je parlais tout à l'heure en Angleterre, celui de l'Allemagne. Et c'est ce système-là que nous avons implémenté dans un site expérimental que je vais présenter par la suite, dans le tunnel du métro de Turin. Il existe aussi des applications un petit peu différentes qui prévoient un système de change thermique qui est installé dans la chaussée, en fait, dans de différents tunnels. Et ici, il y a quelques exemples. Donc c'est légèrement différent, c'est pas vraiment, oui, c'est pas le tunnel nécessairement qui est, pas le système de renforcement du tunnel qui est activé, mais le principe est le même, donc d'échanger la chaleur avec le sol. Ça peut être pour refroidir et réchauffer des bâtiments à côté ou éventuellement aussi pour aider, pour aider les problèmes de verglas sur la route en montagne. Donc je vais focaliser surtout sur cette deuxième application. Je vais vous parler un peu du tunnel de Turin. Ici, c'est encore disons le schéma général, même si c'est celui qu'on a retenu pour le cas de Turin. Donc l'idée, quand on a un tunnel qui est excavé par tunnelier, c'est qu'on a des voussoirs. On peut appeler ça des voussoirs énergétiques. En général, il y en a 6 ou 7 par anneau de renforcement. Un anneau peut avoir une profondeur de 1,5 de mètres. Donc le circuit est installé à l'intérieur de chaque voussoir. Ça se fait en général en usine, dans la phase de préfabrication des voussoirs. Ensuite, les voussoirs sont installés par le tunnelier in situ, et ensuite ils sont connectés. Donc le circuit hydraulique, bien sûr, doit être connecté entre les différents voussoirs, chose qui est faite in situ après l'installation des voussoirs. Et donc chaque anneau constitue un circuit hydraulique. Plusieurs anneaux peuvent ou pas être connectés en série, et puis les blocs d'anneaux connectés en série, ou sinon les différents anneaux sont connectés à un circuit principal, qui est celui que vous voyez ici, qui ramène à la pompe qui fait la liaison avec la pompe à chaleur. Donc ce qui est intéressant, c'est que, mis à part la phase de préfabrication, ensuite il s'agit de voussoirs qui peuvent être mis en place avec exactement la même technique qui est utilisée pour les voussoirs classiques. Donc ça ne complique pas ultérieurement, disons, la mise en place par rapport à l'avancement du chantier. Donc les questions qui se posent sont très similaires aux questions qui ont été posées aussi pour les pieux. Donc combien de chaleur on peut effectivement échanger? Est-ce que c'est rentable ou pas d'utiliser ce système? Et est-ce qu'il y a des effets mécaniques qui sont induits par l'utilisation géothermique de la structure, donc par les variations de température imposées? Donc pour essayer de résoudre, c'est justement pour essayer de répondre à ces questions qu'on a voulu développer le site expérimental dont je vais vous parler. Donc avant de parler de l'application réelle, donc du chantier, c'est clair qu'on a réalisé des analyses numériques. Je ne vais pas rentrer dans les détails des méthodes qui sont fondamentalement les mêmes qui ont été expliquées pour les pieux, avec la différence importante que dans le cas des tunnels, on a bien évidemment l'échange dont je parlais tout à l'heure, l'échange avec l'air qui se trouve à l'intérieur du tunnel. Et donc au niveau des problématiques que nous rencontrons quand on veut modéliser ce type de problème, il y a aussi la prise en compte de cet échange, et donc la condition de bord thermique qu'on doit appliquer à l'interface entre le tunnel et l'intérieur du tunnel et le système de soutènement. Donc dans le cas des tunnels, souvent on applique une condition de température fixée qui est, disons, représentative des cas où la vitesse de l'air à l'intérieur du tunnel est assez élevée. On verra ensuite pour les parois on peut avoir une condition de bord différente qui prend en compte le fait l'échange avec l'air immobile ou avec l'air avec des vitesses assez faibles. Donc pour avoir une idée des échanges des chaleurs, on a réalisé ces analyses numériques au préalable, et on a essayé de varier un petit peu les conditions du sous-sol, donc en termes de température, vitesse d'écoulement de la nappe, conductivité thermique. Ce que vous voyez en vert, ce sont les paramètres du site de Turin que nous avons pu mesurer sur le site.
Et ce travail préliminaire a permis de développer des abacs de ce type-là qui sont avérés après assez, efficaces en termes de prévision d'échange de chaleur. Donc vous voyez les différentes propriétés, donc ici c'est la température du sol, la vitesse d'écoulement de la nappe phréatique et si pour un site donné vous rentrez, avec, ces 2 propriétés, beh, vous avez, les valeurs d'échange de chaleur échangée en watts par mètre carré de surface de contact avec le sol. Donc on voit en particulier, bah, ici c'est pour l'hiver, ici c'est pour l'été et on voit qu'en particulier dans le cas de Turin, comme on est en présence d'un flux, d'un écoulement assez important, d'environ 1,4, 1,5 mètres par jour, bah, ça on a tout de suite compris que ça pouvait être effectivement intéressant. On était, même dans les prévisions, autour de 50 watts par mètre carré de surface, d'échange. Donc sur base de ces analyses et d'autres analyses aussi, on a développé un brevet qui s'appelle Enertune, qui est, c'est le prototype qui a été installé dans le site expérimental de Turin, qui est un brevet du Polytechnico de Turin, qui a différentes particularités. Je trouve une des plus intéressantes, c'est que, il prévoit un circuit double en fait, donc avec, un circuit qu'on appelle, ground qui est, vers l'extérieur, donc du côté sol, du renforcement qui est donc plus proche du sol et permet un échange direct avec le sol. Mais il y a aussi, un circuit qu'on appelle air, qui est, vers l'intérieur du tunnel et donc pour exploiter éventuellement des échanges avec, l'air, du tunnel dans le cas d'un tunnel chaud. Donc on a eu la chance de réaliser, enfin oui, d'installer ce prototype dans la ligne du métro 1. Donc ici, c'est la ligne, qui est mais actuellement est entièrement réalisée. À l'époque, donc entre 2016-2017, cette partie-là, enfin l'extension sud ici, je sais pas que vous voyez ma souris, était en phase de construction et c'est là qu'on a pu réaliser notre site expérimental, qui avait une configuration comme celle que vous voyez ici dans la figure, en bas. Donc on a pu, installer le prototype sur 2 anneaux qui sont donc, complètement, équipés avec le système, Ground and Air, et aussi, instrumentés comme je vais montrer, par la suite. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir valider les analyses numériques, le tester in situ et s'apercevoir un peu de toutes les difficultés, qui sont aussi liées à l'installation et au développement du chantier. J'ai mis donc ici quelques images, de la réalisation. Ici, c'est la phase de mise en place, des tuyaux. Donc on ne le voit pas bien, mais il y a le double circuit air et ground. On voit ici, les poches, disons, de sortie qui sont très importantes pour pouvoir ensuite réaliser la connexion du circuit hydraulique, heu, in situ et dans lequel on voit aussi, par ailleurs la sortie, les câbles orange ici, j'en parle tout de suite après, mais des câbles des capteurs qu'on a pu installer à l'intérieur pour, pouvoir monitorer, le comportement à la fois thermique et mécanique. Qu'ensuite, il y a la phase de coulage de béton qui est exactement faite de la même façon que pour tous les autres vossoirs. Donc ça là, ici bien sûr, dans la première phase, il y a un travail additionnel à faire. La phase de coulage est exactement la même, donc ça ne nécessite pas d'un travail additionnel. Et ici, vous voyez les différents vossoirs prêts à être, transportés, sur les sites et on voit bien les 4 sorties, en fait, il y a 4 sorties parce qu'il y a 2 circuits à l'intérieur, vers l'intérieur du tunnel et vers le sol. Ici, donc on a pu faire vérifier que les tuyaux n'avaient pas été endommagés pendant la phase d'écoulage du béton, donc vérification hydraulique. Et ici, vous voyez une image à l'intérieur, du tunnel, donc d'installation de voussoirs. Donc ici, on est déjà dans le tunnel lui-même. On voit la phase d'installation par tunnelier qui est, faite exactement de la même façon que tous les autres vossoirs. Donc, nos 2 anneaux n'ont pas retardé, l'enchaînement du chantier. On reconnaît les vossoirs parce qu'on voit effectivement ici les poches de connexion. Donc une fois que le tunnelier a mis en place le vossoir, on se retrouve avec, les différents vossoirs qui ne sont pas connectés hydrauliquement et c'est là qu'il va falloir intervenir tant que la TBM est encore sur place pour, avoir accès aux différentes connexions, et réaliser les connexions justement.
Ensuite, on voit ici dans les dernières images, ici c'est la sortie des tubes, donc c'est ce que j'ai appelé dans les premiers slides circuit principal qui est connecté à la pompe à chaleur et puis dans notre cas ici aussi à tout le système d'acquisition des données pour le monitorage. Ici, vous avez une image un peu plus détaillée de dévossoirs juste pour parler rapidement des capteurs qu'on a pu mettre en place. Donc on a aussi des jauges de déformation un peu du même type que Julien a introduit pour le cas des pieux, illustré dans la présentation précédente. On a pu mettre aussi des cellules de pression. Et on a également une mesure de température faite par les gauges de déformation, également. On a pu installer aussi un système, c'était une partie d'innovation dans l'innovation, disons, de capteurs de déformation fibre optique. Que vous voyez ici, c'est le câble orange, et ici vous avez un détail des capteurs qu'on a pu installer. Et bien évidemment, pas uniquement dans les vossoirs, mais on a aussi installé des capteurs de température pour avoir une mesure de l'air, de la température de l'air et également, bien sûr, de l'entrée et sortie du circuit géothermique. Et pour finir, une mesure de température dans le sol, donc à l'extérieur du tunnel. Donc tout ça a permis de tester la technologie. Ici, vous avez un aperçu des mesures qui ont été faites. Vous en trouvez plus dans l'article ici et en particulier dans la thèse de doctorat d'Alessandra Insana du Politecnico de Turin. Ici, je montre juste un exemple. C'était un test avec activation du système ground et un chauffage. Donc, ce qui veut dire qu'on refroidit le tunnel et le sol. Ce qu'on peut regarder, ce sont les deux courbes ici, le rouge et bleu, ce sont l'entrée et la sortie du système Enerton. Donc, on injecte de l'eau à une température faible parce qu'on veut chauffer, il faut s'imaginer d'être en hiver. Et on récupère l'eau à une température supérieure, donc avec un delta T qui était mesuré ici de 2,14 degrés. Donc, c'est ça qui permet d'évaluer l'échange thermique avec l'équation classique qui a déjà été présentée et ce qui a montré un échange de chaleur dans ces conditions-là de 48 watts par mètre carré, ce qui est très similaire à ce qu'on avait pu évaluer numériquement. Donc, on était assez satisfaits. Les autres mesures, les autres tests ont pu confirmer ce résultat. Et pour ce qui concerne les aspects mécaniques, là aussi, je vous invite à regarder les résultats dans la thèse. Il y en a beaucoup plus que ça, mais pour avoir l'ordre de grandeur, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a déjà, ce que je tiens à souligner, ce sont des effets mécaniques tout à fait acceptables par rapport aux propriétés du béton et en général aux limites qui sont imposées par les normes, mais des contraintes des déformations de l'ordre de 10 micro-epsilon par degré Celsius et des contraintes d'environ 0,1 mégapascal par degré Celsius qui ont été mesurées dans les différents essais. L'intérêt d'avoir des mesures in situ est aussi, comme je disais, de valider les méthodes numériques. Donc ça a permis de calibrer un certain nombre de modèles. Ici, c'est un exemple. Donc c'est un peu pour, d'un côté, souligner le fait que les approches numériques qu'on utilise sont effectivement pertinentes et qui arrivent très bien à reproduire ce qui se passe à l'échelle réelle. Et aussi que peuvent donc être utilisés pour analyser des conditions différentes, par exemple, d'autres scénarios par rapport à ce qu'on a pu mesurer in situ. Un exemple est ici. Là, ce sont des abacs un peu sur ce même style de ce qu'on a pu, que ce que je présentais avant. Mais dans ces cas, l'objectif, c'était d'évaluer le fait de la température à l'intérieur du tunnel, que vous voyez ici sur l'axe vertical, et donc d'estimer un petit peu l'effet de la température sur l'échange thermique et donc l'efficacité de la technologie. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ça a un effet assez important, et donc il faut bien le prendre en compte au niveau des prévisions d'échange de chaleur. Donc avec ça, je conclue la partie sur les tunnels. Je vais passer aux parois et dalles énergétiques. Je vais parler en particulier de cette application française.
Donc un peu comme, pour les tunnels, il existe différentes, façons de mettre en place, la technologie. La plus classique, donc tu en as déjà entendu parler, c'est, simplement d'installer, le système de tubes, dans la cage d'armature, comme on a vu pour les pieux, comme on a vu pour les tunnels, excavés par tunneliers. Et ça a été réalisé dans différents projets, hem dans différents pays, comme j'ai montré tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup plus de cas, actuellement, opérationnels, même par rapport à ce que j'ai pu, retrouver dans la littérature et sur internet. Donc ici, en particulier, c'est une image, en Angleterre, d'une, de ouais, d'une installation de parois énergétiques de ce type. Il y a d'autres applications qui se développent de plus en plus, qui permettent d'utiliser cette technologie sur des ouvrages existants. Donc je trouve que c'est assez intéressant pour cet aspect-là. En particulier, je cite ces deux brevets, le premier de l'EPFL, le deuxième du Polytechnico de Turin. Le principe est d'installer des panneaux sur les parois, par exemple dans les parkings souterrains, comme vous le voyez ici. Avec le système d'échange de chaleur à l'intérieur, et donc de pouvoir exploiter non seulement les nouvelles constructions, mais aussi, des parkings éventuellement déjà existants. Hem Donc, comme pour les tunnels, on a, bien évidemment utilisé, enfin exploité les possibilités, les approches numériques, qui ont été décrites auparavant pour, développer des abacs, un peu le même principe que j'indiquais tout à l'heure. Ce que je voulais souligner ici, c'est l'importance de, la condition de bord qu'on applique à l'intérieur de la paroi, donc côté excavation, si vous voulez, donc à l'intérieur du parking, du tunnel ou, enfin de l'espace, souterrain. Donc qui peut être comme j'ai dit tout à l'heure, de température fixée, mais éventuellement aussi, type convectif, donc avec, ce type d'équation pour, prendre en compte, l'effet, de l'air statique à l'intérieur, par exemple d'un parking. Donc il y a différentes études qui ont été réalisées, qui ont mené au développement de ces abacs, qui encore une fois donnent, les valeurs que vous voyez ici à l'intérieur, ce sont des valeurs en watts par mètre carré, de chaleur échangée, par les parois. Donc pour revenir, au cas, d'étude, il s'agit d'une des gares du métro de Rennes, qui est actuellement, réalisée et complètement, équipée de géostructures énergétiques, donc, en ce qui concerne les parois, mais aussi la dalle. Donc ici, vous avez des images du chantier. Il y a plusieurs, gares en fait qui ont été, équipées, pas seulement une, mais 4, et en particulier, il y en a 2 qui ont été, testées avec des tests, du type TRT haut, c'est-à-dire opérationnel. Donc c'est pas seulement un test, mais, dans des conditions, réelles, donc, d'utilisation de la gare. C'est un projet en collaboration, en particulier cette première partie, c'était des analyses préliminaires, avec Egis et Aquasis. Heu Ici, vous avez, un aperçu des conditions, à la fois, enfin hydrogéologiques, de Rennes. Les géostructures éner donc toutes les géostructures énergétiques de la gare. Ici, c'est l'exemple de la gare Jules Ferry, mais on pourrait, faire des considérations similaires pour l'autre gare. Les géostructures énergétiques se trouvent à une profondeur entre 8 et 22 mètres, ce qui les situe, dans des schistes grès, fragmentés. Et ce qui est très important, entièrement sous nappe, enfin sous nappe, ce qui, enfin notamment améliore, les échanges thermiques et donc l'efficacité, d'un point de vue énergétique. Ce qu'on voit ici, c'est que, Rennes est, il y a un peu comme dans le cas de Turin, il y a un écoulement, assez important, dans le sous-sol qui est, donc assez important à prendre en compte, pour évaluer les échanges thermiques. Ici, vous avez, un schéma d'une installation géothermique. Donc, comme je disais, il y a, les circuits qui sont installés à la fois sur les parois, donc les parois nord et sud sont entièrement équipées, ainsi que celles est-ouest, sauf, bien évidemment l'entrée et la sortie du tunnel, du métro, et la dalle est aussi entièrement équipée d'échangeurs de chaleur. Donc on a une surface totale d'échange qui est environ de 1 300 mètres carrés.
pour un total de 83 circuits secondaires qui sont installés dans les différentes parois et dans la dalle et qui sont ensuite connectés au système, au circuit principal vers la pompe à chaleur. On a pu réaliser des premiers tests de réponse thermique opérationnels, comme je disais. Donc ici, c'est une première campagne. Donc les résultats ont été publiés dans cet article sur la revue française de géotechnique. Donc on voit une première phase, phase 1 et une deuxième phase, phase 2. Dans la première phase, il y avait en fait 2 zones qui étaient activées. Si je reviens au plan ici, c'était la zone 1 et 2. Donc toutes les parois et la dalle des zones 1 et 2 étaient activées et avec une puissance d'extraction de 25 kW. Donc dans cette première phase, ici, vous voyez l'entrée et la sortie du système géothermique. Et ce qu'on voit, c'est qu'on atteint des températures de l'ordre de 8-9 degrés, ce qui est encore, disons, assez élevé. Donc ça fait penser à une marge, disons, d'exploitation encore possible. Donc c'est pour cette raison que dans la phase 2, on a décidé d'activer uniquement la zone 1, donc de réduire le nombre de circuits pour augmenter en fait le débit d'écoulement dans les parois. Donc avec ça, on a la température, on voit que la température dans les tuyaux descend, reste encore au-dessus des limites conseillées, donc au-dessus de 4,5 degrés. Et donc montre une très bonne réponse de la géostructure. Ici, vous voyez, enfin, c'est équivalent, mais en termes d'échange thermique, donc en vert clair, vous avez les watts par mètre carré. Donc dans la première phase, on est autour de 20-23 watts par mètre carré de chaleur échangée. Et dans la deuxième phase, on peut monter avec plus ou moins la même puissance totale, mais avec une surface donc réduite. Donc par mètre carré, on monte à 30-35 watts par mètre carré de chaleur échangée. Donc encore une fois, on a pu réaliser une modélisation numérique de cet ouvrage pour essayer justement de reproduire les tests de réponse thermique et encore une fois valider les approches numériques. Et donc ça, ce que je vais présenter brièvement, ce sont des premiers résultats préliminaires, mais ça fera l'objet d'un projet qui est en cours de démarrage, financé par l'ADEME, avec différents collègues des partenaires que vous voyez ici indiqués. Donc dans la première analyse préliminaire, ce qu'on a pu voir, donc ici vous voyez, c'est le même en fait graphique que j'ai présenté tout à l'heure. Donc en orange, en ligne continue, ce sont les données mesurées in situ. Et ce que vous voyez en pointillé, ce sont les mesures numériques. Donc les points ici, c'est sans prise en compte de l'écoulement de la nappe. Et les traits ici, c'est avec prise en compte du coulement de la nappe. Donc on voit tout de suite qu'on se rapproche beaucoup plus des mesures in situ avec la prise en compte de l'effet, enfin de l'écoulement souterrain, chose que donc influence pas mal les résultats. Vous le voyez ici aussi en termes de puissance échangée. Sans prise en compte de la nappe, on était autour de 14 watts par mètre carré dans la phase 1 et on va dire 19 en phase 2. Avec la prise en compte de l'écoulement, on se rapproche beaucoup plus des mesures in situ, donc des 30-34 watts par mètre carré qu'on a pu mesurer lors des tests de réponse thermique. Donc je vais conclure avec ça. Oui, c'est un dernier slide juste pour l'importance de la prise en compte de l'écoulement. J'insiste un petit peu sur ça parce que je trouve que c'est assez important. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un effet un peu différent dans les tunnels et dans les parois, ce qui justifie un petit peu en termes d'échange thermique, les résultats qu'on a eus. Donc j'ai parlé de à peu près 50 watts par mètre carré dans le cas du tunnel de Turin et de à peu près 30 watts par mètre carré dans le cas des parois. C'est disons, avec un écoulement similaire dans les 2 cas. Ici, ce sont 2 simulations avec un écoulement de 1,4 mètres par jour. On voit que le tunnel circulaire a un effet barrage, si on peut l'appeler comme ça, qui est nettement moins important que, par exemple, une paroi. Donc la géométrie, disons, de l'ouvrage joue un rôle aussi très important. Donc pour conclure,
Les messages à retenir, bah, pour moi, c'est, une dépendance assez importante des conditions hydrogéologiques, surtout sur les échanges thermiques, mais bien sûr aussi sur la partie, mécanique. Efficacité, thermique qui est pour moi très prometteuse, donc je pense que, faudrait, vraiment, pousser le développement de cette technologie, le plus possible. Les effets mécaniques, pour moi, restent tout à fait acceptables par rapport aux limites. Bien sûr, ils doivent être pris en compte dans la phase de conception, mais je pense qu'ils ne sont pas forcément trop, critiques de façon générale. La bonne nouvelle, c'est que les approches numériques qu'on utilise sont capables de bien reproduire la mesure in situ, donc ils sont un outil extrêmement important pour prévoir, le comportement, donc en phase de conception également. Et dernière, chose, enfin dernier message, le développement croissant de la technologie dans plusieurs pays, comme on a vu, par exemple dans le tunnel de Londres qui est inauguré, cette année, ce qui est une très bonne, nouvelle. Je vous remercie pour votre attention, j'espère avoir respecté le temps.